RDC, un pays béni par Dieu, mais avec ses réalités à elle, parce que nous sommes avec des politiciens qui pensent donner des solutions au peuple congolais, mais de l'autre côté, il y a le peuple qui attend ces solutions. Jusque-là, les solutions ne semblent pas arriver. Voilà pourquoi nous faisons toujours l'effort d'aller vers ceux qui font l'actualité, ceux qui peuvent analyser une manière de trouver des solutions et répondre aux questions très questionnante de la classe politique congolaise. Sur ce plateau, je suis avec Monsieur Pati Katanga, lui qui est allié de l'UNC, il est également de l'Union Sacrée. Monsieur Pati Katanga, soyez le bienvenu. Voilà, également de l'autre côté, nous avons la présence de Monsieur Mathieu Takizala, il est entrepreneur, il est là avec nous. Monsieur Mathieu Takizala, soyez le bienvenu. Je vous remercie, cher Delphin, et je salue tous les co-débatteurs qui sont sur ce plateau au centre des enjeux de la République démocratique du Congo. Je pense qu'on peut le conjuguer et pour chercher l'avenir solvable de la République. Voilà, à côté de vous, nous avons la présence de Monsieur Phocas Koukelemena, politologue de la République. Monsieur Phocas Koukelemena, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs de ce soir. Aussi l'équipe technique qui va nous prendre en charge. Je dis merci. Voilà. Également, de l'autre côté, nous avons la présence de M. Augustin Bissimois. Il est de l'opposition extra-parlementaire. M. Augustin, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin, et merci pour l'invitation accordée au MDVC, mon parti politique. Voilà. Sur ces plateaux, nous allons tenter de répondre à certaines questions qui énervent d'autres, à certaines questions qui également peuvent donner la solution à certains problèmes de la République démocratique du Congo. L'actualité, elle est dominée par la levée des immunités de le sénateur Matata Pogno. La question se pose, a-t-il livré Matata, oui ou non? Nous allons réfléchir sur cela. Également, en deuxième lieu, nous allons parler de la loi sur la CENI. Les confessions religieuses proposent les consensus. Vous êtes sans ignorer qu'en 2023, il faut qu'il y ait les élections, mais la classe politique ne semble pas être d'accord par rapport à certains points. La Mouka a également contesté. Il y a des confessions religieuses qui pensent qu'il faut refaire les choses, il faut bien faire les choses. Il y a la majorité au pouvoir qui pense qu'il faut aller de la manière que les choses se présentent. Voilà pourquoi je commence directement par Monsieur Phocas Koukelemena. Monsieur Phocas Koukelemena, la première thématique. Les Sénats lèvent les immunités. Bati a-t-il livré Matata Pogno? Oui ou non? Non, je ne saurais pas répondre par oui ou non, parce que le Sénat ne s'appelle pas Bati. Le Sénat, c'est une institution de la République qui fonctionne avec des règles, des normes et des principes. Il y a des us et coutumes. Donc, il n'est que président, un acteur qui ne décide pas seul comme il le veut. Alors, donc, de ces faits, nous comprenons que l'épisode a commencé avant qu'il a pris l'engagement de ramener 85 sénateurs auprès du président de la République, avant qu'il ne tente la première fois. Ça n'a pas abouti, le chef était mécontent et il n'a pas caché sa langue, il a manifesté et il a dit ça publiquement. Quand il a parlé de la mafia qui sévit au sein des institutions, quand il était mécontent de la justice, il a cité les institutions et il a pointé le doigt au Sénat pour dire voici ce qui vient de se passer récemment au Sénat. Il a mis ça dans les packages de la mafia, de la corruption, de tous les maux qui rongent la République. De ces faits, nous allons réfléchir sur des approches, les fonds et la forme. Par rapport à la forme, la démarche du chef, pour moi, je considère que cela a énervé les contrats sociaux et l'esprit politologique de la gestion de la République qui est une cité moderne. Parce que la République est gouvernée par des principes, des normes établis par les précurseurs qui ont déjà réfléchi et qui ont donné des lignes de conduite. Parce que quand on parle d'un garant de bon fonctionnement des institutions, il ne s'agit pas des humeurs du chef. Il s'agit des règles qui sont déjà tracées par la Constitution, par nos lois et par les règlements d'ordre intérieur des institutions et des structures étatiques.
De ce fait, cette façon de faire, amener 85 députés à côté, pour leur dire ce qu'ils doivent faire, ça c'est déjà biaiser la démarche. Vous pensez que le chef de l'État a donné les injonctions aux sénateurs? Laissez-moi le temps de ne pas agir librement. Oui, effectivement, c'est ce que l'on appelle un mandat impératif. Or, notre constitution stipule que nous sommes dans les labels du mandat non impératif. Nous supposons que ces sénateurs qui sont des élus au second degré, ils sont censés être le meilleur d'entre nous. Donc, ce sont des responsables qui doivent poser les actes avec leur conscience selon leurs prérogatives. Un pouvoir d'ailleurs, c'est-à-dire le chef de l'État qui est de l'exécutif, il ne peut pas donner des injonctions à un pouvoir à part entière qui est le pouvoir législatif. Parce qu'au fait, l'équilibre qui a été imaginé, c'était le système de contrepoids pour que la République marche. Quand le chef de l'État fait comme si c'était pas de pouvoir à part entière, mais plutôt des conseils ou bien des caisses de résonance pour que sa volonté et rien que sa volonté ne puisse passer, là, c'est une façon de ne pas respecter les contrats sociaux. Merci. Mais ici, sur le plan de la forme, il s'agit de la poursuite. On est en train de chercher quelqu'un qui a géré et a une présomption d'innocence, mais qui est pointé du doigt, poursuivi pour se justifier pour la gestion et cité pour le détournement des deniers publics. Ça, c'est logique. Okay. Nous sommes pour ce genre de poursuite. Sur le plan du fond, il est vrai que Matata devait répondre parce que quand on est aux affaires, ce n'est pas seulement pour les privilèges, mais aussi c'est pour la responsabilité. On est aussi redevable devant la justice, monsieur Focas Kokelemena, merci. Mais monsieur Pati Katanga, je rappelle ici que vous êtes allié de l'UNC, Maïma également, vous êtes de l'Union Sacrée. Est-ce les bureaux Bahati Lukwebo vous s'est senti coincés jusqu'à ce que ces bureaux lever directement les immunités de Matata Ponyo? Dans un premier temps, c'est l'Assemblée plénière qui s'était prononcée et avait rejeté la demande d'immunité. Et maintenant, hors session, c'est la loi. Hors session, c'est le bureau qui se prononce. Ok. Donc là, c'est le bureau qui s'est prononcé parce que le Sénat est hors session. Et le bureau a décidé que Matata doit répondre devant la justice. Je pense que c'est louable. Il était temps que le Sénat redore son blason. On a commencé même à demander la suppression de cette chambre. On a même commencé à dire la nullité. Vous parlez de la démarche de Steve Bikai. Et d'autres avant Steve Bikai ont mené cette démarche. On a trouvé que c'est une chambre budgétivore, une chambre de trop, dans un pays qui n'a pas assez de moyens. On n'a pas besoin de bicaméralisme. Avec une seule chambre, l'Assemblée nationale, je pense que le Congo peut légiférer et avancer correctement. Maintenant, pour Matata Ponyo, j'essaye de me mettre à sa place. La suspicion a déjà élu domicile. Il est déjà déclaré victime avant même d'avoir été jugé. Comment? Je pense que pour lui, Matata Ponyo, par la clameur publique, je pense que pour lui, Matata Ponyo, une clameur monnayée selon certaines sources. Notre pays est un pays où on condamne par la clameur publique. Ce n'est pas juste, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la justice. Tout être humain est présumé innocent avant d'avoir été déclaré coupable par un tribunal légalement établi. Ça, c'est un principe universel. Mais dans notre pays, malheureusement, si on dit que vous êtes voleur, vous passez dans la rue, tous les enfants vous suivent derrière. Donc, je pense que pour Matata Ponyo, dans son intérêt, il est préférable pour lui de répondre à la justice. Et j'ose croire, même si la justice a beaucoup de problèmes, fustigés d'ailleurs par les derniers propos du chef de l'État, je pense que nous avons vocation à aller vers une justice indépendante, une justice au milieu du village. Je pense que devant la justice, il aura le temps de s'expliquer. Il aura le temps de dire devant l'opinion, devant les juges, et les juges jugeront s'il est coupable ou pas. Plutôt que de rester dans la clameur publique. Et ça peut lui poursuivre jusqu'à la fin de ses jours. Pour lui... Vous pensez que pour les biens de son image, c'est nécessaire qu'il soit devant la justice, qu'il puisse se défendre? D'abord pour les biens de la justice. L'état de droit égal, état impartial. Personne ne peut être au-dessus de la loi. Ça, c'est sur le principe. Et puis deuxièmement, pour lui,
Il dit qu'il est innocent. J'ai suivi son interview quand il était au Bénin, avant de rentrer ici. Il avait dit je reviens à mon pays pour affronter la justice. Alors, qu'il soit face à la justice, nous avons besoin de l'entendre, de voir le procès et nous aussi, de nous faire une idée en tant que citoyens. Ok. Monsieur Augustin Bissimois, je rappelle que vous êtes de l'opposition extra-parlementaire. Est-ce le bureau du Sénat était piégé par le procureur? Parce qu'apparemment, il n'y avait pas la plénière. C'est comme si on a forcé ce bureau à prendre la décision. Bon, je suis très mal placé répondre à cette question à partir du moment où c'est une question qui concerne un Parlement qui a été décrié pendant beaucoup de temps par le président de la République lui-même, parce que nous sommes là en train de parler des questions du Sénat. Il vous souviendra que le président de la République lui-même, l'année passée, je crois, avait fustigé la manière dont le Sénat a été mis en place. Et donc, que ce soit mon homonyme Augustin, le CG de l'IDPS, tous avaient reconnu que le Parlement que nous avons aujourd'hui avait été monnayé. Et donc, si aujourd'hui, on doit répondre à la question de savoir est-ce que le bureau a été piégé, je crois que lorsqu'on rentre un peu à l'origine de comment le Parlement a été constitué, je crois qu'il y a lieu de rester dubitatif et de ne pas, n'est-ce pas, manquer de croire réellement qu'il y a anguille sous roche. Et donc, l'aîné l'a dit, nous sommes dans un état de droit. Nous le voulons lorsqu'on lit, n'est-ce pas, les préambules de notre constitution. On se rend compte qu'on a besoin en réalité d'un état de droit. Ce qui fait que personne ne soit au-dessus de la loi. Est-ce que Matata doit répondre? Nous disons oui, parce que tout citoyen, n'est-ce pas, nous sommes tous égaux devant la loi. Mais le problème c'est quoi? Et on est en train de tenter de croire qu'il y a acharnement. Parce qu'en fait, il y avait le premier dossier qui a été balayé. Et aujourd'hui, on saute directement sur une occasion parce qu'on se rend compte que cette fois-ci, il n'y a pas plénière. Les Sénats, n'est-ce pas, ils sont en vacances. Est-ce que nous pouvons, de manière réduite, et c'est un peu de voir comme le bureau... Tester les bureaux du Sénat. Tout à fait, parce qu'en fait, même Bahati, je ne dis pas qu'il a été pris, n'est-ce pas, au piège, mais je me dis, à partir du moment où il avait déjà été indexé, parce que même au niveau de la fameuse union sacrée, on pense que Bahati Lukwebo n'a pas joué le jeu du président de la République. Il a encore les séquelles du FCC. Oui, donc, il continue à bloquer les chefs de l'État. J'ai entendu parler, il y avait même des menaces que Bahati soit démis, n'est-ce pas, de son fauteuil. Et donc, au stade actuel, il devait se dire, écoutez, est-ce que nous pouvons, cette fois-ci, montrer, n'est-ce pas, comme les députés, les sénateurs sont en vacances, est-ce que c'est moi qui ai, cette fois-ci, la commande? Est-ce que je peux, n'est-ce pas, me rattraper? Parce qu'on est là dans une pratique de rattrapage. Pour éviter qu'on soit éjecté, il fallait qu'on passe à cela. Mais nous disons, est-ce que ce n'est pas aussi une bonne occasion qu'on donne au sénateur Matata, parce qu'on se rend compte qu'il y a acharnement contre lui? Est-ce qu'on ne lui donne pas, n'est-ce pas, une bonne occasion de pouvoir, n'est-ce pas, se justifier? Et là, nous en appelons, n'est-ce pas, à une bonne justice, dans la mesure où on a une justice qui élève la nation. Nous aimerions en tout cas que le sénateur puisse aller, n'est-ce pas, répondre et arriver à prouver, n'est-ce pas, à la face du monde qu'il est innocent par rapport à tout ce qu'il y a comme acharnement. Voilà, merci. Monsieur... Mathieu Takizala, je rappelle que vous êtes entrepreneur, mais il y a ceux qui pensent que Bahati Lukwebo a subi la pression de sa famille politique, donc l'Union sacrée, en levant les immunités de Matata Ponyo. Cher Delphin, vous savez, c'est un dossier juridique. Je pense qu'on doit laisser au juge de faire le travail et le procureur de la République. C'est que je peux vous dire qu'il n'y a que ça. Vous pensez que... Laissons au juge, parce qu'on ne va pas se situer au procureur de la République ou le juge qui a le dossier du sénateur Matata Ponyo. Donc laissons au juge de nous éclairer. Voilà, laissez le juge, ce n'est pas un problème. Mais est-ce notre justice, vous avez suivi quand même le chef de l'État qui semble avoir des doutes sur le fonctionnement de notre justice. Pensez-vous que cette justice, elle est réellement indépendante? Non, mais moi je fais confiance à la justice. Je vous dis clair et net, un État normal doit faire confiance à la justice. Je pense qu'il y a des éminents Congolais qui sont formés pour être juges. Mais une justice que Matata Ponyo qualifie une justice instrumentalisée. La justice, c'est une institution, mon frère. L'individu, c'est autre chose. Et là, je vous dis que c'est un fait juridique. Nous ne sommes pas des juges. Faisons confiance à la justice de faire le travail. Monsieur... Et ça aide de nous éclairer. Ok, je vais revenir vers vous, M. Foucault, mais une réaction rapide. M. Pati Katanga, est-ce notre justice, elle est réellement indépendante de la manière que vous la voyez? Notre justice a des problèmes sérieux. Et les problèmes ne datent pas avec le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est depuis Kabila, et même depuis Mobutu. On constate que les juges de Mobutu étaient meilleurs que les juges de Laurent Désiré Kabila. Les juges de Laurent Désiré, alors que les juges de Mobutu étaient moins payés.
il était à 100-200 $. Il était meilleur que les juges de Laurent Désiré Kabila. Les juges de Laurent Désiré Kabila est plus meilleur que les juges de Joseph Kabila. Alors que les juges de Laurent Désiré Kabila étaient encore moins payés que les juges de Joseph Kabila. Joseph Kabila fait passer les salaires des juges aux alentours de 2000 $. Il l'a déclaré. Et les juges, en étant bien payés, se sont comportés de plus en plus en médiocrité. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Donc, on peut donner à Mosengo raison. Nous sommes dans un pays des médias. Mais ça, c'est un problème des sociétés. Et aujourd'hui, le président de la République constate à son grand dame que le problème persiste. Alors qu'aujourd'hui, les juges d'aujourd'hui, qui est moins meilleur que les juges de Laurent Désiré Kabila, est plus payé aujourd'hui que les juges de Laurent Désiré Kabila. Donc, le problème, ce n'est pas les émoluments. Le problème, ce n'est pas le salaire. Plus, je constate que plus les salaires montent, plus les juges deviennent médiocres. Donc le problème, ce n'est pas le salaire, c'est un problème des sociétés. Quelle justice nous méritons? Ça veut dire que c'est notre société qui doit se poser cette question. Est-ce qu'on continue avec ces juges? Ou alors, il faut trouver d'autres mécanismes, parce que le président de la République le dit, et la Bible aussi le confirme. La justice élève une nation. Mais nous sommes face à une justice aujourd'hui qui abaisse la nation. Ok. Monsieur Focas Kokelemena, je rappelle ici que vous êtes politologue de la République. La question, elle divise. Il y a ceux qui pensent que notre justice n'est pas indépendante. Est-ce Matata Ponyo peut faire confiance à notre justice s'il a réellement les éléments que la justice peut être indépendante? Vous savez, à boire et à manger, et j'aimerais d'abord commencer par la clameur publique. Vous savez, les dossiers Vital Kamere a été peint sur les labels de la clameur publique. Cela a déclenché des poursuites, puis après l'arrestation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vital Kamere, proche du président de la République, quand il y avait des questions du dossier 15 millions de $, quelque part on a tendu le micro au président de la République, on l'a interrogé par rapport à son proche collaborateur, à la personne de Vital Kamere. Le chef de l'État a pris ses propos pour dire il n'a pas de reproches à faire à M. Vital Kamere. C'est une personne honnête. Jusque-là, il ne sait pas à quoi il est fautif. Donc, le chef lui-même a fait un témoignage par rapport à Vital Kamere. Puis après, on a vu des poursuites. Kamere cloué par la justice. Les proches que les chefs avaient témoigné l'honnêteté. Mais, 2 temps après, on trouve le même président de la République, on lui pose la question. Après avoir été arrêté par la justice de l'État des droits, on interroge les chefs de l'État par rapport à Vital Kamere. Les chefs de l'État, bien que Vital est déjà condamné au niveau des instances, les chefs de l'État reprennent la même phrase pour dire que Vital Kamere est un homme bien, honnête, et je ne vois pas de mal en cet homme. Mais regardez ce qui m'inquiète. Au finish, le chef de l'État dit ceci. La justice, j'en doute trop. Parce qu'il y a des mes conseillers à moi qui instrumentalisent la justice. Aujourd'hui, par le fait qu'avant l'arrestation, les présidents témoignent le valeur de Vital. Après l'arrestation, on témoigne les valeurs de Vital. On pose la même question pour Matata Ponyo. Le président dit, d'ailleurs, moi j'apprécie Matata Ponyo. Alors, par le fait que le chef lui-même, qui a des soucis sur la justice, et qui est informé aussi que ce sont ses conseillers à lui qui vont auprès des juges manipuler les juges sur le label des trafics d'influence. Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir et nous poser des questions? Est-ce que ces arrestations, ces poursuites ne sont pas le fait de la volonté de ces conseillers du chef qui règlent des comptes aux gens? Parce que le chef en lui, dans ces gens ici, il ne voit rien de mal. Il s'inquiète de la justice et il trouve qu'il y en a de ceux qui sont à ses côtés, qui instrumentalisent la justice. Mais si déjà les premiers citoyens considèrent que la justice est manipulée, mais si Matata
tient les mêmes propos pour dire que cette justice est instrumentalisée. Pour compléter sa phrase et lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que Matata veut dire que la justice est instrumentalisée par les conseillers du chef de l'État. Il y a moyen de faire ces rapprochements. Parce que ce sont des hautes personnalités. Les propos du chef sont lourds de conséquences. Quand lui, il dit que la justice, j'ai des soucis. La justice ne donne pas les résultats. Satisfait jusque-là. Il n'est pas satisfait. Mais avec cette même justice, on voit des arrestations, on voit des poursuites. Est-ce que ce sont des poursuites qui sont instrumentalisées, que les chefs trouvent que ce n'est pas la vraie justice que je suis en train de chercher? Ou bien qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que nous ne pouvons pas répondre mieux que les chefs de l'État qui est vraiment bien informé, qui a les outils, qui peut connaître la véracité des fonctionnements de nos institutions. Mais sachez une chose. 30 secondes. Quand le chef dit qu'au sein des institutions, il cite l'armée, il cite la police, il cite le Sénat. Ici, nous avions vu un flou autour de la gestion des JIP au sein de l'institution Assemblée nationale. Donc, une configuration, vous avez notre panorama institutionnel de la mafia. Or, quand vous êtes devant une multitude d'institutions d'une république, il faut catégoriquement considérer que vous n'êtes pas dans une démocratie, mais vous êtes dans une kleptocratie ou bien une kakistocratie. Merci. Parce qu'il ne faut pas confondre les régimes. C'est pourquoi moi, je me réserve pour te répondre que notre justice est réellement une justice qui est une justice équitable, juste et véritable. Monsieur Augustin Bissimois, ne pensez-vous pas que le sort de Matata est déjà scellé devant la justice, une manière d'éliminer un candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2023? Bon, ben, écoutez, je crois qu'il ne faut pas penser à cela aussi, parce que nous sommes là, lorsqu'on voit, j'ai parlé ici d'une forme d'acharnement contre Matata. J'ai démontré ici qu'il y avait les premiers dossiers dans lesquels Matata avait échappé. Et parce que les sénateurs s'étaient, n'est-ce pas, exprimés contre la levée de ses immunités. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On constate que cette fois-ci, les mêmes sénateurs qui avaient dit non ne sont plus présents. Il faut profiter de l'occasion où c'est le bureau lui-même qui décide. Or, le bureau, nous connaissons comment il a été mis en place. On a vu même des élections où il n'y a pas de candidat, il y a quelqu'un qui est là, il est le seul. Et c'est le cas de Mbosso qui était seul, n'est-ce pas, un candidat qui organise ces élections et qui les gagne seul. Et donc on se rend compte qu'ici il s'agit d'un plan. Et nous sommes en politique, malheureusement, la mauvaise. Donc moi je pense que ce n'est pas exclu de penser dans ce sens-là. À partir du moment où il y avait les premiers dossiers qui avaient échoué, il fallait vite recourir sur un deuxième qu'on est en train de malheureusement mal coudre, qui a été d'ailleurs dénoncé la fois passée par les experts qui étaient concernés dans le dossier. Donc je pense que sincèrement, on ne peut pas ne pas penser dans ce sens-là. Parce qu'ici, on se rend compte que les bilans, jusque, n'est-ce pas, aujourd'hui, les bilans semblent être mitigés. On se rend compte que l'Union sacrée n'a pas un bilan à présenter au niveau des élections. Et donc, il faut, n'est-ce pas, chercher à assainir, chercher à préparer, n'est-ce pas, toutes les voies. Là où on sentait qu'un candidat pouvait gêner, il faut chercher à verrouiller. Nous pensons que nous sommes dans ça. C'est le cas d'ailleurs de, on a parlé ici de Vital Kamerhe, qui est cloué, le chef de l'État a reconnu que c'est un homme honnête. Mais comment un homme honnête se retrouve, n'est-ce pas, en prison et même condamné? Ça signifie qu'il y a une très mauvaise justice. Et tout ce qu'on est en train de parler par rapport au chef d'État qui estime qu'il y a la mauvaise justice, je crois qu'il s'agit là d'un aveu d'impuissance. Voilà. Parce qu'il est là le premier magistrat. Il est là, n'est-ce pas, le garant des bons fonctionnements des institutions. D'un côté, il dit qu'il ne va pas interférer dans la justice, mais de l'autre côté, on nous brandit l'article 69 de la Constitution qui fait de lui, n'est-ce pas, les garants des bons fonctionnements des institutions. Et donc on se rend compte qu'il s'agit là d'un aveu d'impuissance. Sincèrement, l'état de droit dans l'eau, ça n'a pas marché. À 2 ans d'Iran, on se rend compte que la justice est encore, n'est-ce pas, corrompue, comme le chef de l'État a essayé de le dire. Ces conseillers interfèrent. Ce ne sont pas des conseillers du MDVC qui est mon parti politique. Non, c'est des conseillers du chef de l'État issus de l'Union sacrée de la nation, malheureusement. Il n'a pas parlé de ses conseillers. Il a dit certains de ses proches. Il ne faut pas peut-être répéter le mot. Voilà, c'est quand même, voilà. Nous sommes là dans une administration de la République. Okay. Nous connaissons que le chef de l'État est entouré, n'est-ce pas, d'un cabinet
qui l'assistent, n'est-ce pas, dans l'exercice de ses Merci. fonctions. Et donc, parmi ces conseillers-là, ou son entourage, il y a les conseillers, entre autres, qui sont à la première ligne. Merci, M. Guista Bissimois. Avant de passer à notre sujet, M. Mathieu Teguizala, quel est le vrai problème de notre justice? Je rappelle que vous êtes entrepreneur. Monsieur Patrick Katanga dit, la justice élève une nation. Quel est le vrai problème de notre justice? Parce que vous voulez que les choses avancent, mais la justice doit être assise, mais le chef de l'État a prêché par l'État de droit. Quel est le vrai problème selon vous? Nous ne devons pas oublier que nous sommes en plein 21e siècle et chaque institution doit faire son travail. Si nous voulons que la République démocratique du Congo soit une République prospère, on ne doit pas commencer à s'amuser dans le plateau de télévision de traiter les professionnels qui font leur travail. Ça signifie que je pense que la justice aujourd'hui... Mais tout Congolais peut analyser. Oui, mais il faut qu'on conçoit avec des analyses objectives. Vous comprenez? Avec des analyses objectives. Parce que le Congolais est habitué en croyant comme si la fête va être tous les jours. Non. Ça signifie que la justice, c'est l'arbitre. Et il a arbitré. La vitesse de la justice, ce n'est pas la vitesse des gens, comme nous fonctionnons. Et il n'y a rien à mêler ici entre M. Tshisekedi et l'institution judiciaire. Il y a une séparation. C'est pour ça qu'on dit que la justice est indépendante. Donc si nous commençons déjà à faire ce jeu-là, et nous avons besoin que les autres nous regagnent ici en République démocratique du Congo, ça signifie que pour ce qui viennent ici, nous devons laisser le professionnel de la justice à faire leur travail. C'est ce qui fait que les États sont prospères. Mais si nous qui pensons qu'on va y assumer des responsabilités, on va commencer toujours à dire, voilà, non, les juges, ils ont fait ça, tout ça, non. Il faut savoir que dans l'espace public, il faut avoir des éléments matériels quand vous accablez des choses. Mais quand il n'y a pas des éléments matériels, et que ça soit c'est parce que le chef de l'État, il est le garant de la nation, oui, mais il écoutez, peut garantir l'autonomie des institutions, quand même, l'indépendance. Monsieur Tshisekedi n'est pas le juge qui a le dossier, monsieur qu'on est tenté de mettre en place. Et le procureur public fait son travail. L'institution judiciaire fait leur travail. Ça signifie que nos analyses, elles doivent être objectives. Parce que dans tous les États du monde, vous allez voir que quand vous assumez des responsabilités, lorsqu'on vous reproche, c'est ce qui se passe dans tous les États. Par exemple, M. Sarkozy aujourd'hui, vous voyez qu'à chaque fois la justice l'appelle et il retourne représenter à l'institution judiciaire. Par exemple, M. Fillon qui a loupé d'être président de la République. Par exemple, la chambre 2806 de Dominique Strauss-Kahn, ainsi de suite. Donc nous devons habituer à comprendre que l'espace public, il y a un arbitre qu'on appelle la justice, et la justice doit faire son travail. Merci. Une réaction rapide, M. Bissimois, vous avez demandé 2 secondes. Je pense qu'il a raison. Mais d'un côté, il faut dire ceci, parce que nous sommes là en train d'analyser aussi les propos du chef de l'État, qui a prêté serment, n'est-ce pas, pour arriver à conduire les institutions de notre pays. Nous sommes au niveau où il lui-même a dit, parce qu'on l'a interrogé par rapport au refus, n'est-ce pas, de lever les immunités de Matata, il a dit qu'il y a mafia au Sénat. Est-ce que là, il n'y a pas eu séparation des pouvoirs? Parce qu'il y a les pouvoirs législatifs au niveau du Parlement. Et donc, quand il constate lui-même qu'il y a mafia au Sénat, parce qu'on a rejeté, n'est-ce pas, la demande d'élever l'immunité de Matata, ça veut dire quoi? Ça signifie quelque part que lui attendait à ce qu'on lève les immunités. Mais quand on ne les lève pas, il est énervé. Il dit qu'il y a mafia. Entre-temps, Bahati Aper, il s'est dit, écoutez, cette fois-ci, ici, comme la justice a rebondi, j'ai intérêt, n'est-ce pas, à effacer, à corriger, à tout faire qu'il ne soit pas mal vu par les chefs de l'État. Nous sommes dans ça. Merci. Faut dire tout haut. Monsieur Petit Katanga, je vous donne la parole. Vous voulez, au regard de l'article 69, nous avons tout à fait raison. Et le chef de l'État a raison. Parce qu'il est le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Et la justice en est une des institutions. Et lui, le chef de cette institution, dit qu'il y a problème. Et la justice est rendue au nom du peuple congolais. C'est à notre nom qu'on rend la justice. Donc quand c'est l'injustice, moi je n'accepte pas qu'on rende l'injustice à mon nom. Et la justice est exécutée au nom du président de la République. Donc on ne peut pas, ici, alors que nous voyons que ça ne fonctionne pas, nous voyons que la corruption a élu domicile. C'est vrai, ça ne fonctionne pas, il y a la corruption. Le président de la République le dit. Okay. Le magistrat suprême. La justice fait de lui le magistrat suprême. Au-dessus de lui, il n'y a que Dieu. Alors s'il lui dit l'institution est gangrénée par la mafia, il n'appartient pas à nous qui n'avons pas des éléments de le contredire. Merci. Et c'est une auto-évaluation. Merci. Passons à notre sujet. Vous comprenez, vous nous suivez un peu partout dans le monde. On est sur Canal+, fréquence 349. Nous sommes en République démocratique du Congo. La classe politique congolaise, elle est divisée sur une autre question. La question de la loi électorale. On en parle. Loi sur la CENI. Les confessions religieuses proposent les consensus. Monsieur Focas Koukilemena, vous êtes politologue de la République. Est-ce
il y a un lit qui est en train de se préparer pour qu'en 2023, que la tricherie soit à un niveau élevé. Et je crois que ce n'est pas de cette façon-là que je peux aborder ma démarche pour vous répondre. Et ne serait pas de répondre par rapport à cette question que je sens que c'est une question piégée. Il est vrai que nous sommes en face d'une réalité, en face d'un constat que depuis que nous sommes État, nous avons d'ailleurs stipulé cela dans le préambule de notre Constitution, que les soucis de la légitimité de nos autorités continuent toujours à déranger notre nation qui devait nécessairement prospérer. Mais à cause de cette façon de faire, de ramener les illégitimes au sommet et de laisser les légitimes dans la rue, c'est une malédiction pour un État. Et ça crée des fissures et des conflits. D'un commun accord, ils se sont accordés pour que, comme un seul homme, mettons en musique des réformes, prenons des décisions consensuelles pour que nous puissions produire des bonnes élections. Et les bonnes élections ne devaient être que le fait des réformes, et des réformes sérieuses qui doivent tendre à résoudre les problèmes et non à faire de mascarade inutile. Aujourd'hui, la thématique des uns et des autres, ils ont parlé de la dépolitisation de la CENI. Et moi, je n'ai pas trouvé en réalité par quel mécanisme, avec quel produit peut-on dépolitiser la CENI. Parce que dépolitiser signifie retirer tout caractère politique à quelque chose ou à une structure. Or, quand vous regardez la CENI traite une problématique éminemment politique. La matière dont la CENI traite, c'est une matière éminemment politique, dont les élections. Mais quand vous allez chercher à dépolitiser la CENI, donc ôter tout caractère politique à cette structure, donc lui priver alors la matière des élections. Il faut lui donner d'autres matières, la prédication et l'évangélisation. Parce que si vous laissez la CENI avec comme objectif organiser les élections, le fait de confier cette mission aux évangélistes, aux pasteurs, n'est pas le fait de la dépolitiser. Parce que la matière reste éminemment politique. Mais ce sont des acteurs qui ne sont pas ici le chef de la conquête tout simplement du pouvoir. Quand ils vont venir au sein de la CENI, ils ne viendront pas comme pasteurs, ils ne viendront pas comme évangélistes, ils viendront comme acteurs politiques traitant des questions éminemment politiques au sein de la CENI déjà. Donc vous voyez que une mythonomie inutile dans les terminologies et les concepts que les gens utilisent. Pour les uns, ils pensent qu'il faut donner la chance à ces des confessions religieuses, c'est-à-dire la société civile, pour que la CENI soit réellement dépolitisée. Mais c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que dans les champs politiques, vous et moi, si nous pouvons compter sur l'expérience, vous verrez que tout ce dont vous appelez société civile, confession religieuse, finissent toujours par être convertis, formatés par les politiques afin de devenir leurs agents. Déjà, on a tenté cette expérience à 3 reprises. Qu'est-ce qui nous rassure qu'à la 4e reprise, ça ne marchera pas? Or, et pourtant, les politiques restent les mêmes, ceux de la société civile et confession religieuse restent les mêmes. Donc, s'il faut parler réellement de réformes, il faut aller dans la profondeur. Vous savez aussi, en termes de ce que l'on appelle composition de la CENI, parce que ici j'ai parlé beaucoup plus de la matière à traiter, mais en termes de la composition, c'est-à-dire que les acteurs
qui vont manipuler cette politique publique des élections, la provenance pose problème. Pour les uns, ils pensent que si on prenait la société civile et on prenait les politiques, on les mêlait, c'est-à-dire que de cette façon de faire, nous mettons les uns au bureau, société civile, et les autres à la plénière comme politique, ça peut créer l'équilibre. Mais moi, dans toutes ces réformes, je sais que vous êtes en train de me regarder avec un œil de pouvoir me retirer la parole. La matière est abondante parce que je voulais terminer par où? Je vais revenir vers vous. Non, je termine par là. 5 secondes. Je voulais seulement vous signaler comment est-ce qu'on triche avec les élections. Regardez les guéguerres qu'il y avait ici. Société civile, société civile. FCC avait compris les jeux. Ils ont pris société civile, ils ont donné à la présidence de la CENI, à la personne de Nanga. Mais on prend le vice-président de la CENI, un politique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au niveau des prérogatives, parce que les gens sont en train de faire un mauvais calcul. Les postes à pouvoir doivent correspondre à la matière, aux prérogatives. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à FCC? FCC a pris toutes les prérogatives qui font vraiment le lot des élections. Ils ont donné au vice-président. Et le président n'était que échantillon. Merci, M. Foucault. Je vais revenir vers vous. Et puis par là, ça a provoqué ce que ça a provoqué. Monsieur Mathieu Takiza, la question, elle est éminemment importante parce que il faut qu'il y ait les élections apaisées. Il faut éviter quand même que le sang coule. Est-ce que le consensus est nécessaire autour de la loi de la CENI? Bon, en ce qui concerne l'état civil ou les élections un peu démocratiques du Congo, il y a beaucoup de réformes à faire d'abord de toute façon. Quand vous regardez tous les états majeurs au monde, c'est autour de l'administration territoriale qu'on organise des élections. Normalement, l'administration de l'intérieur, qui est le patron de nos chefferies, le village, le groupement, ainsi de suite. Mais bizarrement, un pays démocratique du Congo, on a créé une institution à part qu'on appelle, entre guillemets, indépendant. Pour, à chaque fois, on va commencer à faire le jeu parce que l'administration doit jouer un rôle dans ce qu'on appelle. N'oublions pas que le 6 processus des élections qui s'est organisé en commençant par le bulletin vert, je ne sais pas si vous avez reconnu, bulletin vert avec le maréchal Mobutu, vert et rouge, la diaspora n'a jamais participé comme de fils de ce pays. Et après les 3 élections avec le président Joseph Kabila et l'élection de 2023 que nous partons. Nous devons évoluer, il faut prendre la maturité. Parce qu'à chaque fois, à l'époque du maréchal Mobutu, c'était ça aussi, l'histoire de cette organisation qu'on a fait uniquement pour piloter en période des élections. Il faut vraiment des réformes sérieuses. Vous n'avez même pas la carte d'identité, vous savez. Vous n'avez pas la carte d'identité. Le fameux attestation des votes, qu'on appelle carte d'électeur, est devenu aujourd'hui la carte d'identité. Donc ça signifie que le problème des élections en République démocratique du Congo, ce n'est pas uniquement le problème de cette administration qu'on a mis uniquement sur le boulevard du 30 juin, boulevard la CENI. Donc ça signifie qu'il faut faire confiance plus aux territoriaux. Parce que c'est eux qui ont la démographie. Donc il faut faire l'autopsie de la question même de la CENI. C'est normal, mon compatriote, parce que c'est eux qui ont la démographie territoriale et des individus en pays démocratique du Congo. Je pense qu'il faut des réformes sérieuses de ce côté et puis donner aussi le péché à ces citoyens qui sont en dehors de notre territoire de décider pour reproclamation des trucs. Et que vous sentez aussi aujourd'hui, le politique, ils doivent amener le débat technique sur les espaces publics. Parce que le problème c'est quoi? Il ne suffit pas de faire que des élections, mais si nous faisons des élections, il faut que les élus qui seront élus, il faut qu'on permet à ce territoire qu'on appelle la République démocratique du Congo d'avancer. Parce que le fait qu'on doit traiter autour des élections, ce sont des faits sociétals. C'est fait qu'aujourd'hui, n'oublions pas que le taux de chômage des Congolais, il faut que les politiques en parlent de ça. Que le logement pour les Congolais, il faut que les politiques, ce sont des sujets comme ça qu'on parle. Que l'hôpital pour les Congolais, c'est tout un problème. Que les déplacements pour les Congolais, c'est tout un problème. C'est pour cela, les élections n'est pas uniquement pour aller aux urnes le dimanche, dans une école, mais l'élection, il faut traiter le thématique sociétal de la République, mais pour le traiter fiablement, il faut qu'on associe l'administration et puis donner des moyens à l'administration territoriale. Voilà, monsieur Patsikatanga, je vais donner la parole après à monsieur Augustin. Il y a ceux qui pensent
qu'il faut aller à un dialogue, se mettre autour d'une table, essayer un peu de faire l'autopsie de la question pour éviter les grands dangers, peut-être en 2023, éviter des morts. Il est important pour le moment, comme il nous reste encore 2 ans, de dépenser sur cette manière de faire? Si vous n'avez pas la volonté d'organiser des élections crédibles, même si vous faites 50 000 dialogues, vous tomberez toujours. Et la République démocratique du Congo n'a pas conscience que les élections peuvent faire éclater notre pays. C'est pour ça que quand nous sommes allés, encore un dialogue, à Sun City, c'est là que nous avons pondu l'exposé des motifs de la Constitution. Donc, c'est ça qui fait que c'est le pacte républicain. Nous avons fait les constats que depuis 1960, si notre pays est arrivé aux guerres auxquelles, en 1992, en 2002, quand nous étions à Sun City, c'est parce que les institutions de la République sont contestées, et les institutions et leurs animateurs, depuis 1960. Et nous avons eu la volonté, au niveau de Sun City, de proposer une solution définitive à cette contestation des institutions et de leurs animateurs. C'était quoi la solution? Mais la solution, c'était d'avoir des élections crédibles et apaisées. Mais je constate qu'après 3 cycles, nous avons des élections. En 2006, les élections de 2011 ont été plus médiocres que les élections de 2006. Avec Ngoï Mulunda. Les élections de 2018 ont été plus médiocres que les élections de 2011. Ça nous pose un problème sérieux. Ça pose un problème sérieux. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cette allure-là, nous risquerions d'avoir des élections encore plus médiocres en 2023 que celles de 2018. Et nous ne nous interrogeons pas. Nous, on ne s'interroge pas. C'est quoi? Nous sommes incapables, nous les Congolais, d'organiser des élections. Et la contestation, moi je suis sûr, même si Jésus-Christ descendait pour nous organiser des élections, il sera contesté. Même nous appelons les Suédois, même les Américains, ils seront contestés. Est-ce que le problème est ailleurs ou le problème est parmi nous? Le problème est congolais. C'est-à-dire, nous pensons que la classe politique, je vais dire, les élections sont... c'est un panacée pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut brandir un paravent à la communauté internationale, parce que la communauté internationale, c'est règle. Si vous ne respectez pas la démocratie, si vous ne respectez pas les droits de l'homme, si vous ne respectez... Donc, c'est qui sont devenus des valeurs universelles. Et qu'est-ce que nous on fait? Nous on a contourné. Puisqu'on veut se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir, il faut leur présenter quelque chose qui ressemble à peu près à leur valeur. C'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque Fayou nous dit il faut des élections, il faut un bureau de la CENI dépolitisé, il a tout faux, mon cher ami Fayou. Il a tout faux. Les élections, il a parlé de la présidence rotative, donc les confessions religieuses doivent gérer la présidence. Les confessions religieuses. Mais c'est depuis 2006 qu'on a les confessions religieuses. Mais à tour de rôle, 3 mois. Ça, c'est la position de Fayou. Solution. On a donné depuis 2000. Pourquoi la rotation? On leur a donné 2006. Ngoï Mulunda. 2006. Malumal. 2011. Ngoï Mulunda. 2018. Nanga. On n'a pas trouvé de solution. Ça va d'une pente descendante en pente descendante. Donc il y a un problème sérieux. Les élections est un domaine participatif de politique. On ne peut pas dire que ce n'est pas politique. Ce que nous voulons, nous, c'est que les élections, la CENI, soit l'organe qui proclame les résultats. Et non l'organe qui fabrique les résultats. Donc il faut fabriquer, mais organiser. Quand même, la CENI est indépendante. Ce que nous voulons, c'est que la CENI, depuis 2006, on constate que la CENI, plutôt que de proclamer les résultats, la CENI fabrique des résultats. Et ça, c'est un problème sérieux. Mais il y a déjà nommé par la CENI et non les gens votés. Non, j'ai dit les résultats présidentiels depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, législatifs. Vous avez constaté qu'il y a contestation, non? En 2006, Mbemba a contesté Joseph Kabila, non? En 2011, Étienne Tshisekedi, mon maître à penser, a contesté Joseph Kabila, non? En 2018, Fayou a contesté... Donc ça veut dire qu'il y a un problème de crédibilité des résultats. Il y a un problème de crédibilité des résultats pour la CENI. Ce que nous voulons, c'est que la CENI ne fabrique pas des résultats, mais plutôt proclame les résultats des urnes conformément à la volonté du peuple. Et pour cela, Fayou doit demander un œil dedans.
Le problème est politique. On a plutôt équilibré avec la nouvelle loi, l'équilibre même dans les bureaux. La Mouka n'a pas de... Mais la Mouka est dans l'opposition, mais la Mouka n'a pas présenté un candidat. C'est ça, oui, mais ça, c'est le problème de... Tout le monde sait que si la Mouka n'est pas dans le bureau, la Mouka contestera. Merci. Monsieur Augustin, autour de la CENI, pensez-vous que les consensus peuvent être possibles? Non, moi je pense que nous sommes ici en train de parler des questions de démocratie. Et la démocratie, parmi certaines règles, il y a aussi la représentation. Au stade actuel, nous sommes là en train de gérer une question, n'est-ce pas, d'organisation des élections. Or là, nous avons les institutions qui avaient, entre guillemets, gagné les élections en 2018, qui ont le mandat aujourd'hui. Et donc déjà, lorsqu'on estime qu'on a déjà un Parlement qui doit discuter sur des questions de fond, on a un gouvernement qui doit proposer une série de réformes, on a déjà une CENI qui doit proposer aussi certaines réformes au niveau électoral, on doit avancer. Parce qu'au fait, il y a les gens qui veulent se maintenir par ces dialogues. Nous avons constaté au niveau de l'opposition extra-parlementaire que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas de bilan à présenter. Et en conséquence, ils veulent à tout prix... Vous parlez de l'union sacrée. Bien évidemment. Mais il y a ceux qui étaient dans l'opposition, ils ont rejoint quand même ceux qui étaient déjà au mamelles du pouvoir. Oui, mais les mouches ne se précipitent que là où il y a des poubelles. Donc le problème c'est quoi par rapport à ça? D'ailleurs, je voudrais un peu rectifier. Vous avez parlé de la loi électorale. Il s'agit là de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et donc je voudrais d'abord dire la manière dont elle a été d'ailleurs votée et promulguée en attendant, parce qu'en fait, elle va être promulguée d'ici là. Je me dis, cette loi prépare déjà les lits de la tricherie. Mais Mbata nous a expliqué, mais le professeur Mbata nous a expliqué qu'il n'y a rien de grave, cette loi même. Elle est parfaite par rapport à toutes les lois votées au Parlement. Non, le consensus, il va être difficile contre le consensus. Mais le problème, c'est quoi? Nous, au niveau du MDVC, nous avons proposé qu'il y ait plutôt équilibre dans la représentation, n'est-ce pas, de ceux qui vont animer la CENI. Parce qu'à partir du moment où déjà vous avez la majorité qui a autant plus que les autres, déjà, ça prouve à suffisance qu'on prépare déjà les lits de la tricherie. De deux, au niveau de l'exclusion, parce que l'opposition extra-parlementaire a été exclue, n'est-ce pas, dans cette loi, parce que quand vous lisez l'article 10, qui vous dit ceci, je cite, que les animateurs de la CENI seront issus des forces représentées au sein de l'Assemblée nationale et de la société civile. Là, déjà, c'est une aberration, parce qu'on oublie qu'en dehors des forces qui sont au niveau du Parlement, il y a aussi l'opposition extra-parlementaire. Et là, nous avons saisi le président de la Cour constitutionnelle pour lui dire, écoutez, la loi qu'on va vous soumettre d'ici là regorge des germes, n'est-ce pas, de violation de la Constitution. Lorsque vous lisez l'article 8, qui reconnaît l'opposition dans notre pays et qui est encadré par la loi organique numéro 07/008 du 4, je crois, décembre 2007, qui dit que l'opposition est parlementaire et extra-parlementaire. Mais lorsqu'ils disent, ils s'enferment en disant qu'ils ne seront, n'est-ce pas, répondre que par ceux qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, c'est déjà une aberration. Et nous estimons qu'au lieu de parler de politisation, il fallait plutôt parler équilibre, n'est-ce pas, dans la représentation des forces. En ce moment-là, on n'aurait pas ce qui auront 6 contre 4 ou contre 2. Ça nous permettrait de nous rassurer que chaque force est représentée, est bien représentée pour assurer que nous ne soyons pas, n'est-ce pas, encore une fois, floués comme ça a été le cas la fois passée. Merci, monsieur Augustin Bissimois. Je rappelle que vous êtes de l'opposition extra-parlementaire, mais monsieur Focas Kokelemena, politologue de la République. Que pensez-vous de cette volonté manifeste du Premier ministre Samalou Kondé, qui a voulu, est-ce qu'avant qu'on arrive en 2023, qui est quand même le recensement, afin que les choses se fassent mieux? Je vais rebondir et puis je vais répondre à ta question après. Vous sentez mon co-débatteur être en train de parler de la thématique qu'il fallait poser à la place de la dépolitisation. Moi, j'aurais bien souhaité qu'on puisse parler de la surveillance mutuelle entre acteurs pour créer réellement cet équilibre. Et parce qu'aujourd'hui, les vrais problèmes... Mais cette surveillance existe déjà parce que dans les bureaux de la CENI, il y a presque tout le monde. Écoutez, vous savez quand on parle, parce que nous sommes dirigés par un document, la Constitution, qui est un fait que nous avons pondu par notre propre volonté. Et vous reconnaissez l'existence d'une opposition extra-parlementaire. Qu'est-ce qu'il devait y avoir en réalité? Parce que nous sommes dans un cours normal de fonctionnement des institutions. Au niveau de la commission qui statuait sur les réformes, on devait créer une ouverture. Parce qu'une commission parlementaire a la possibilité d'élargir les champs
La commission peut aller même au sein de l'université, auprès des cabinets, auprès des agences, justement parce qu'ils sont en train de chercher des éléments qui vont aider que la réforme soit conscientielle. Le processus. Donc, c'est-à-dire ici, les dialogues, le consensus qu'on recherchait, ce n'est pas sous le label d'une table ronde qu'on partage les pouvoirs. Non, c'est-à-dire qu'on devait appeler l'opposition extra-parlementaire avec leur cahier des charges quant à ce qui concerne les élections. Qu'est-ce qu'eux, ils pensent? Et de ces faits, ils ne deviennent pas dans le gouvernement, mais ils donnent leur point de vue pour la loi qui va organiser les élections. Ils seront apaisés pour avoir contribué. Selon M. Peter Kazadi qui dit les choses doivent se faire selon l'esprit des institutions. Mais les institutions reconnaissent qu'il existe une opposition extra-parlementaire. Pour faire quoi? Maintenant, l'administration territoriale, vous parlez... Nous sommes... La logistique, logiquement, l'administration territoriale, pour qu'on ne puisse pas suspecter, elle doit être associée. Dans un cadre où la CENI devient maintenant la structure indépendante qui prend le pouvoir du ministère intérieur pour organiser les élections. Ça, c'est un fait. Et c'est ça, on doit débattre pour cela. On ne peut pas revenir sur ça. Merci. Alors, comprenez que ici, la difficulté, c'est quoi? Sur l'idée de Martin Fayoulou, Martin Fayoulou a parlé de 17 personnes au bureau avec une rotation de 3 mois. Et vous verrez que dans 3 mois pour les 8 confessions religieuses, chaque confession aura 3 mois pour gérer la CENI. Écoutez, est-ce qu'il y a un désordre, ça? Écoutez, non, c'est pas un désordre. Mais le problème ici, c'est que quand on parle de 17 personnes, 3 mois de rotation, ce ne sont pas les 17 au total qui vont occuper le trône de la présidence de la CENI. Pourquoi? Le nombre est exagéré. C'est pourquoi moi j'ai proposé, pour que cela soit équilibré, on quitte 17 pour 12. Avec 12 personnalités, avec la rotation de 3 mois, chaque confession, chaque société civile aura à présider au moins pendant les quinquennats. Mais ici, l'avantage, c'est quoi? Parce que nous ne voulons pas que nous ayons un président de la CENI individualisé, statué là-bas, qui sera formaté d'une manière ou d'une autre par les politiques. Or, s'ils sont à 12, il est difficile pour qui que ce soit de pouvoir formater tous les 12 au même moment. Donc, il y a lieu de pouvoir travailler dans le sens de permettre que cette surveillance des 12 présidents qui vont se succéder garantissent alors la transparence. Merci M. Focas. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Comprenez que nous émettons à partir de la République démocratique du Congo. Les politiques, les politiciens réfléchissent par rapport aux questions qui divisent la classe politique. Mais M. Mathieu Takizala, vous êtes entrepreneur. Ne pensez-vous pas que pour éviter tout ceci, il faut quand même qu'on donne l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur? Est-ce que ça ne serait pas une bonne situation? Parce que quelque chose qui sera louable. Parce que les élections, on vient de faire 5 élections en République démocratique du Congo. La pauvreté n'a pas fui la République démocratique du Congo. La pauvreté traîne ici. On recule. Ce n'est pas l'histoire des individus. C'est l'histoire d'un système. Et le système est cousu par les administrations. Parce que pour faire de bonnes élections, on doit savoir à Makala d'abord il y a combien de vieillards, il y a combien de chômeurs, il y a combien d'usines, qu'est-ce qui manque. Le politique doit apporter quoi comme solution? Ce n'est pas l'histoire d'élire quelqu'un et être là et puis après rien ne change. Je pense qu'on ne peut pas mettre le dos à l'administration de territoire. Parce que nos territoires sont vidés aujourd'hui. Je crois qu'on doit rectifier. C'est pour ça qu'il nécessite des réformes sérieuses. Parce que c'est pour ça que vous voyez dans toutes les écoles. Les recensements aussi. Oui, on doit savoir le nombre exact des Congolais à l'heure actuelle en République démocratique du Congo. Est-ce que le temps est favorable d'abord? Mais non, mais si nous voulons que l'élection soit profitable à la nation congolaise, on doit avoir des données statistiques qui peuvent permettre aux techniciens, qu'ils soient politiques, qu'ils soient nous, du secteur privé, pour créer de la valeur à la République démocratique du Congo. C'est pour ça que vous voyez que dans tous les pays qui ont réussi, ça fait qu'en période électorale, vous allez voir que ceux qui sont candidats vont aller voir aussi le patronat pour discuter avec eux. Et en général, on observe plus la partie économique du programme des candidats dans tous les niveaux. Toutes les élections que nous faisons ici, il y a une élection majeure que la République démocratique du Congo néglige. La base, ça signifie qu'il y a l'élection municipale et communale. Et or, le développement commence par la base.
Ça signifie que cette histoire de voir que uniquement il faut changer les appareillages politiques où l'opposition doit représenter, ainsi de suite, ça va à chaque fois, ils vont commencer à se détester et vous verrez que le développement va tarder à un pays démocratique du Congo. Il faut associer l'arbitre qu'on appelle l'administration. Parce que l'administration n'a pas de couleur politique. L'administration, c'est l'institution de l'État et nous avons l'administration du territoire. Il y a beaucoup de problèmes à un pays démocratique du Congo. Je pense que si le politique, la génération que nous sommes là, ils doivent comprendre que l'API démocratique, nous sommes en économie de marché, l'API démocratique du Congo est absent. Si nous voulons soigner, mon compatriote parle de l'opposition, proposer des choses. Vous savez, c'est pas il suffit de voir le mal de l'autre, mais vous n'avez pas de débouchés à proposer. L'opposition, c'est une alternative qui propose des solutions par rapport à celui qui dirige. Mais si ça reste uniquement, parce que là on fait du statu quo, qui vous dit que si on met 12 gars là-bas, 12 ou 17, 12, 17, et que ça va résoudre les choses, en connaissant les surveillance militaire. Donc écoutez, s'il vous plaît, je vous dis que si nous voulons soigner cette plaie congolaise collectivement, il faut associer les autres acteurs, parce que l'évolution dans une société, ce n'est pas uniquement le politique. Voilà. Et les autres acteurs, pourquoi le patronat, vous ne l'associez pas? Les impôts viennent d'où? C'est ça le vrai problème. Ça signifie qu'aujourd'hui, c'est pour ça, pour que la libre transparence soit là, il faut que l'administration du territoire soit associée. Merci, Monsieur Pati Katanga, je rappelle que vous êtes allié de l'UNC, Maïmaï, mais je suis tenté à faire au moins un saut en arrière. Je me rappelle, Joseph Kabila, à son temps, il avait dit il faut réfléchir un peu sur la question des élections en République démocratique. Entre les développements et les élections, il faut choisir quelque chose. Les élections nous coûtent. La démocratie, est-ce que cette démocratie, elle est adaptable à notre système politique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver quand même la solution à ces problèmes des élections en RDC? Il faut d'abord écarter les fausses solutions. L'idéal serait l'administration, comme on l'a dit, tout ça. Mais nous ne sommes pas en France. Et nous ne sommes pas en Belgique. J'étais à Sun City. L'hypothèse avait été évoquée. Que ce soit les ministères de l'Intérieur qui organisent. Rejeté à l'unanimité. L'idée avait été rejetée à l'unanimité. C'est pour ça qu'on a accrédité l'idée de créer plutôt une CNI indépendante. Parce que vous étiez là, pourquoi l'idée était rejetée? Parce qu'il y a l'idée était rejetée parce qu'on se connaît la méfiance. On dit un parti qui est au pouvoir avec son ministre de l'Intérieur ne perdra jamais les élections. Par exemple, actuellement, il y a le ministre de l'IDPS qui est là. Donc, si c'était le ministère de l'Intérieur... Je vais vous dire, le problème, c'est les hommes. En CNI 2011, nous nous sommes battus. Kabila a refusé Jacques Njoli. Jacques Njoli, mon ami, c'est MLC, n'est-ce pas? Kabila a refusé Jacques Njoli au bureau. Moi, Fayoulou et Félix Antoine Tshisekedi dans la rue pour imposer Jacques Njoli au bureau. Parce qu'on avait confiance en notre camarade. Jacques Njoli arrive là, quelques mois, ce sont les élections. C'est lui qui signe le premier. À la télévision. Il a été englouti. C'est lui qui signe le premier la défaite de Mohamed Sphinx à la télévision. Donc, méfiez-vous des hommes. Deuxième exemple. Élection 2011. Nous avons envoyé Kalamba. Kalamba, IDPS. Rapporteur. IDPS. Récupéré par Kabila, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Nous avons commencé maintenant. Moi, Félix Antoine Tshisekedi et Fayoulou, nous sommes dans la rue. Il faut les retirer. Il faut les retirer. Il a été maintenu jusqu'à la fin. Le problème dans notre pays, c'est les hommes. Le problème dans notre pays, c'est les hommes. Donc nous n'avons pas encore les hommes qui ont conscience que les élections peuvent foutre notre pays en l'air. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la contestation. Mais un jour, le risque, c'est quoi? C'est qu'on ne conteste plus. C'est une partie du territoire, les gens s'en accaparent, et les gens disent, nous ne reconnaissons pas. Nous ne reconnaissons pas celui-là comme président, nous ne reconnaissons pas celui-là comme député, et donc par conséquent, nous nous autogérons. C'est un danger, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. S'il vous plaît. Donc c'est un danger permanent pour notre pays, les élections. Il faut faire venir Jésus-Christ. Ou alors il faut faire venir les Suédois. Alors s'il n'y a pas les Suédois, les élections, ce sont les Suédois. Monsieur Patrick Katanga, nous voulons les solutions, mais s'il n'y a pas alors l'unanimité sur les élections, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, on privilège les développements comme Kabila l'avait dit à son tour. Non, j'ai dit, ce n'est pas antinomique. Ce n'est pas parce qu'en Chine, on n'a pas les élections, on a les développements. Oui, c'est ça. Dans d'autres pays, on a les élections, on a les développements. Dans d'autres pays, on n'a pas les élections, on n'a pas les développements. Alors le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est quoi? Dans notre cas, c'est l'homme congolais qui pose problème. Dans les capitales humaines. Notamment la classe politique.
qui pose problème. Donc aujourd'hui, la solution la plus efficace, la plus viable, c'est que l'on permette à la Mouka, qui est une force politique, d'intégrer le bureau et d'avoir aussi un œil pour lui éviter de contester éventuellement les élections. Merci. Une réaction rapide, M. Mathieu. En suivant M. Katanga, il dit qu'en San City, il n'y avait pas confiance à l'administration, mais on avait confiance des appareils indépendants privés, les appareils politiques. Mais les élections ont été organisées par le choix qu'ils ont choisi à San City. Nous sommes où? Ça crée quoi? Moi, je dis qu'il faut associer l'administration dans toutes ces choses-là si nous voulons avancer. Merci. Il faut les associer. Merci. Parce que l'administration de territoire existe. Il faut donner des moyens. Ils vont faire leur job. Ils ne sont pas au service des hommes. Parce que depuis San City, dis-moi, on évolue en quoi? On fait des élections, mais à chaque fois, on boycotte. Voilà, merci. Donc, il faut associer. Monsieur Augustin Bissimois, nous voulons les élections, oui, nous voulons l'alternance, oui, mais est-ce qu'il y a déjà de l'argent mis à côté pour ces élections? Alexis Tamboumamba à l'époque, il avait dit qu'il y ait une caisse de péréquation. Est-ce qu'il y a des moyens? Non, moi je pense sincèrement que nous qui sommes à l'opposition, nous nous tenons tout simplement au délai constitutionnel. Nous n'avons pas à cogiter s'il y a moyen ou pas. Parce que lorsqu'on se rend compte comment est-ce que les moyens de ce pays sont gérés, tous les croire qu'il y a des moyens mais qui sont très mal gérés. Parce que vous avez vu là où on a dépensé 27 millions de dollars pour acheter des jeeps. Entre-temps, nous signons des contrats avec le Rwanda qui a eu à construire, n'est-ce pas, son usine de raffinerie pour 5 millions. Et donc, ça signifie que les moyens sont là. Lorsqu'on a vu comment est-ce qu'on a géré 470 millions de dollars pour les projets d'urgence de 100 jours, on se rend compte que l'argent est là, mais il est très mal géré. Et donc, nous ne voulons pas entendre ces discours du genre, il n'y a pas de moyens. Lorsque les gens se précipitent d'abord, parce que Sama Lukonde, depuis hier déjà, a lancé qu'il faut qu'il y ait d'abord recensement. Les recensements. Ça veut dire que les gens se disent... Mais c'est important les recensements avant 2023. La question est liée aux élections. C'est important, mais il faut se poser des questions. Est-ce que c'est possible? Parce que c'est ça les débats. Nous ne voulons pas que les gens créent, n'est-ce pas, des stratégies de glissement. Ça passera pas. En tout cas, on va marcher sur nous. Le problème, c'est quoi? Si on avait besoin de réformes, un président de la République qui vient de l'opposition, comme Tshisekedi, il devrait se dire, j'ai mon mandat et la première année, je dois commencer par initier des réformes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il prend d'abord 2 ans de distraction et après 2 ans, il dit, c'est maintenant que le travail commence. Et donc, 2 ans, il n'y avait pas de travail. Il y avait le CC qui bloquait, il faut comprendre le souci du chef de l'État. Mais non, mais est-ce que nous avons demandé qu'il fasse coalition avec l'FCC? Nous n'avons pas demandé cela. Et donc, qu'est-ce que nous disons ici? Nous avons besoin des élections, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de moyens. Merci. Si on se rend compte qu'on peut avoir des moyens pour les recensements et les moyens pour les élections en 2023, tant mieux, parce que nous avons tous besoin de la carte, comme elle a dit, d'identification de la population. Merci. Mais par rapport à la question, s'il vous plaît, parce qu'on a dit des choses ici. 10 secondes. Franchement, est-ce que le ministère de l'Intérieur peut organiser les élections? Nous disons, oui, mais nous sommes dans un esprit de San City, comme l'a dit les vieux. Excusez-moi, mon aîné. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne doivent pas oublier que si nous sommes allés à San City, parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la société. Et la conscience que nous avons aujourd'hui a pu régler cela par rapport à tout ça. Et donc, vouloir contourner l'esprit, n'est-ce pas, de San City et de la conscience ici, en tout cas, c'est encore une fois créer de l'amalgame et ça va nous amener, n'est-ce pas, dans les dérapages. Merci. Il nous reste 4 minutes. Je vais être gentil. Je vous donne 1 minute comme mot de la fin. Mais M. Foucault Kelemena, dans l'hypothèse où on arrive en 2023, il n'y a pas assez de moyens. Donc, le recensement nous prend les temps en 2018. 2016, il fallait qu'il y ait les élections. On est parti jusqu'en 2018. Est-ce que la classe politique peut quand même comprendre que la question du recensement était importante? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais il faut noter dans l'hypothèse, il faut noter que s'il y a le moyen et la volonté politique, dans 18 mois, il est manifeste qu'on peut faire les recensements et cela ne nous empêchera pas d'aller aux élections. Parce que le recensement en soi n'a pas que de finalité électorale, mais aussi de la gestion de la res publica. Aujourd'hui, notre des statistiques, notre institution des statistiques est un problème. Ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas de quoi faire leur politique. Comment vous allez faire des recensements pendant que vous dépensez l'argent pour les jeeps et ceux-là sont en train de chercher 2 millions de dollars pour s'équiper et faire les recensements? C'est contradictoire. Mais ici, moi j'ai aimé la terminologie de M. Patrick Katanga quand il dit les uns se préparent pour fabriquer les fabricants des résultats au niveau de la CENI. Effectivement, c'est ça la logique. Donc, on est en train de recruter des hommes capables de pouvoir fabriquer les résultats au niveau de la CENI. Or, on organise les élections
pour qu'enfin une voix d'un individu puisse correspondre à la réalité qui va être proclamée. C'est ce que l'on appelle organisation des élections. Mais ici, on ne cherche pas à faire l'organisation des élections, mais ici, on prépare les acteurs, les fabricants des résultats. C'est ça le problème. Et c'est monnayé. Ces gens-là qui vont là-bas, ils savent que nous avons une mission de fabriquer les résultats. En contrepartie, nous avons besoin d'argent. C'est l'homme, en fait, les problèmes. Merci. Donc, moi, je vais clôturer pour dire 5 secondes. que les gens ne comprennent pas. Quand vous faites mal les élections, vous avez des institutions détenteurs d'une majorité institutionnelle, mais détenteurs d'une minorité populaire. Merci, M. Focas. Et de ce fait, vous êtes dans une contradiction sociétale. Merci. Il est incapable de pouvoir émerger dans l'essence du débat. Merci, M. Mathieu Takizala. M. Focas, c'est également votre mot de la fin. M. Mathieu Takizala, à chaque fois qu'il y a élection, on dit c'est les candidats des Européens, des Occidentaux. Pensez-vous que c'est possible d'éviter cela? Il faut avoir un socle sur le territoire, hein, le socle économique. Il faut mettre des actifs sur le territoire. L'élection, c'est pas uniquement voir le visage des uns et des autres. Je vous dis que les États qui prospèrent, il faut que les gens comprennent que la technocratie administrative est très très importante dans un système qui veut évoluer. Si nous voulons, parce que moi je dis à tous mes compatriotes qui sont ici, ils ont reçu leur gâteau de Sun City, mais ça nous apporte rien du tout. Et même la livre sainte a été réformée. On quitte l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament, parce que pour améliorer le processus. Le processus aujourd'hui, les Congolais en ont marre. Le développement n'est pas dans nos riz. Et cette histoire des élections, ça nous prend 1 milliard et quelques, mais ça crée rien d'un côté, dans une économie de marché où nous sommes absents partout au monde, mais il faut que nous regardons qu'est-ce que nous voulons de la République démocratique du Congo. Merci. Parce que cette histoire a commencé en 1960 et que ceux qui croyaient que le propriétaire de la République qui sont politiques, Merci, nous amènent M. rien Takizala. du tout ici Monsieur- pour associer l'administration. Merci, M. Mathieu Takizala. C'est votre mot de la fin. M. Patrick Katanga, la méfiance est partout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir tout le monde qu'il y aura quand même de bonnes élections? La méfiance est partout, mais les élections, c'est ce qui donne la légitimité pour gérer la République. On ne peut pas y échapper. Et on ne peut même pas lui opposer les développements. Et je dis ici, si nous voulons avoir les élections dans les délais constitutionnels, il vaudrait mieux commencer maintenant. Hein. Je suis désolé. Et la communauté internationale est partagée. Les Américains disent qu'il faut respecter les délais constitutionnels. Les Européens sont hésitants. Nous, Congolais, apparemment, on a la loi sera promulguée, mais on nous dit la Mouka sera dans la rue, et donc, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je pense que si nous aimons la République démocratique du Congo, on n'a aucun intérêt à avoir une CENI qui fabrique les résultats. Il faut avoir une CENI qui proclame la volonté du souverain primaire. Et pour cela, il nous faut des garanties. La Mouka est une force. Je suis de l'Union sacrée, je l'ai dit. La Mouka est une force politique de notre pays. Il ne serait pas mal de faire une ouverture vers la Mouka pour avoir la paix. Merci, M. Patrick Katanga, M. Augustin. Suis-moi, donc la Mouka est une force, mais il y a la Mouka déjà au sein de l'Union sacrée. Vous êtes de l'opposition extra-parlementaire. C'est important d'avoir tout le monde autour de la table? C'est très important, mais déjà, il faut dire que la Mouka est de l'opposition parlementaire. Et l'opposition parlementaire, FCC, la Mouka, ils sont déjà représentés selon la loi qui a été votée la fois passée. Mais le problème, c'est qu'ils sont peut-être sous-représentés. Ici, s'il faut parler de représentation, c'est plutôt parler du MDVC, l'opposition extra-parlementaire, qui n'est pas représentée, qui a été exclue injustement. Pour répondre à la question de notre frère Takizala, qui a parlé de solutions. Non, au MDVC, nous avons des solutions. Lorsque nous parlons de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, nous mettons au premier plan l'administration. Là, vous allez passer au niveau du siège, on va en parler. Non, non, écoutez. On est déjà à la fin. Est-ce qu'il peut terminer, s'il vous plaît? Non. Merci d'avoir été de notre sur ce plateau. J'étais avec M. Mathieu Takizala, il est entrepreneur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. M. Patrick Katanga, allié de l'UNC Maïmaï, merci d'avoir répondu à l'invitation. M. Augustin Bissimois, de l'opposition extra-parlementaire, merci d'avoir répondu. M. Focas, politologue de la République, merci d'avoir répondu à notre invitation. Suivez-nous encore demain à partir de 17h et déjà l'habitude de suivre cette émission directe, grand débat ici à PES TV. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.